Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Bien entendu. On revoit ensemble les événements qui ont fait l'actualité de la semaine. Et on commence bien sûr par la rentrée des classes jeudi. Ça y est, c'est reparti pour une année scolaire. Les classes ont repris vie. La rentrée, c'était un moment impressionnant, évidemment, jeudi pour les élèves qui entraient à la grande école en première primaire. À Berchem-Saint-Agathe, la rentrée est aussi un petit peu particulière à l'école des Lilas, car elle intègre pour la première fois des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur apprentissage. Marie-Noël Dinan et Béatrice Broutou. Des sourires et très peu de larmes ce matin à l'école des Lilas de Berchem-Saint-Agathe. Voilà, tu es en première A chez Madame Sophie. Les plus inquiets le jour de la rentrée sont souvent les parents. Mais surexcité. Surexcité et stressé aussi parce que surtout pour lui c'est une première. Et on a un petit peu peur que l'adaptation, on va dire, de l'école maternelle à la primaire, quoi. Un dernier bisou et puis c'est la grande aventure qui commence. Découverte d'une nouvelle classe et d'une nouvelle institutrice. Hop, 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 hop. Il y a des longues langues déjà. Bonjour les amis. Donc vous êtes maintenant en quelle année? On est rentré en première année. On est chez les grands maintenant. J'ai pensé à ranger mes affaires. Je vais apprendre à lire et à écrire. Pour Madame Sophie, c'est aussi un peu une première ce matin. L'institutrice accueille en effet pour la première fois un enfant dysphasique, un projet pédagogique unique à Bruxelles, bénéfique pour toute la classe. On s'est rendu compte d'ailleurs que quand même pas mal d'enfants avaient besoin de méthodes d'apprentissage plus adaptées, avec par exemple une police de lettres plus grande, des couleurs sur les feuilles, surtout pour les petits. Et donc ça nous force un petit peu à adapter ces méthodes-là pour tous les enfants de la classe, ce qui est bénéfique. Tous les enseignants de l'école des Lilas ont suivi une formation spécifique et c'est la première année que des élèves souffrant d'un léger handicap sont intégrés. Ils seront épaulés tout au long de l'année par des enseignants et des logopèdes spécialisés. Ça rassure évidemment les parents de se dire il reste avec ses copains, il reste dans son quartier, parce que souvent l'enseignement spécialisé, du coup on doit aller plus loin et on est avec des enfants qu'on ne connaît pas. Et il est aidé pour pouvoir progresser comme les autres. Sur les 330 enfants inscrits, 2 profitent du projet d'intégration cette année. Mais à terme, l'école des Lilas espère que les 15 classes accueilleront un enfant issu de l'enseignement spécialisé. Et la semaine a commencé par une attaque et un incendie au centre de criminalistique et de criminologie situé à Nederover-Embeek. Il était 2h30 du matin quand les habitants du quartier ont entendu une explosion. On ne connaît pas encore les motivations des auteurs, mais un laboratoire a été endommagé. Peut-être était-il visé pour effacer des preuves. Elisabeth Groutars et Anaïs Letiex. Chaussée de Vilvoorde à Nederover-Embeek. À l'intérieur de ces bâtiments, les traces récoltées notamment sur les lieux de crime sont analysées dans des laboratoires. Et ce matin vers 2h, le feu ravage spécifiquement l'un d'entre eux. Il y a un laboratoire qui a été endommagé, je ne saurais pas vous dire s'il a été visé ou non. C'est le laboratoire de microtraces où on fait les analyses des cheveux et également des analyses entomologiques. L'INCC fait à peu près 7000 dossiers par an qui sont tous répartis par les différents laboratoires. Donc oui, effectivement, il y a un grand volume d'enquêtes qu'on traite actuellement. Alors les auteurs de l'incendie voulaient-ils faire disparaître les preuves d'une ou plusieurs enquêtes? L'hypothèse est plus qu'envisageable. Le laboratoire n'est pas un lieu choisi au hasard. L'INCC dispose des milliers de données liées aux instructions et aux enquêtes en cours. Et donc il y a plusieurs personnes qui pourraient avoir un intérêt à faire détruire une pièce à conviction dans leur dossier. Il y avait des enquêtes liées au terrorisme. Ça se peut. Comme on fait 7000 dossiers, ça se peut qu'il y a des dossiers de petits cambriolages, ça se peut qu'il y a des dossiers de terrorisme, mais je ne peux pas vous donner d'informations concrètes sur un dossier en question. Cette bonne nouvelle pour les automobilistes, lundi matin, ils ont eu la surprise de constater que le tunnel Stéphanie était rouvert à la circulation après 7 mois de patience, juste à temps pour la rentrée. Marie Bervens et Yannick Van Gensbeek. Les dernières traces du chantier sont encore visibles. Pourtant, le tunnel Stéphanie a bien rouvert ce matin. Le timing est donc respecté et les automobilistes sont plutôt soulagés. Très bonne nouvelle. Et les LED, c'est très bon, c'est vraiment magnifique. Ça roule bien ce matin? Ça roule très bien.
c'est bien fait. On voit que ça a été bien fait. Excellente nouvelle pour la circulation de Bruxelles. Et sinon, c'était invivable et insupportable. Et donc, enfin, on retrouve une bonne circulation sur Bruxelles. J'espère que ça durera dans la durée et que les moyens qu'on y a mis seront suffisants. Coût total, 1,5 million d'euros pour une durée de vie estimée entre 50 et 100 ans. Les travaux ont commencé en février. 7 mois de patience donc, durant lesquels le tunnel a été entièrement rénové. On a d'abord enlevé le béton abîmé, on a remplacé les armatures, on a refait l'étanchéité, on en a profité pour mettre un bel éclairage LED. Et voilà, le tunnel a pu être rouvrir maintenant à minuit. Il reste encore quelques finitions à réaliser. Elles seront effectuées durant la nuit pour ne pas perturber la circulation. Autre bonne nouvelle, les travaux du tunnel Rogier prendront fin après-demain, en fin de journée. La circulation pourra reprendre sur le boulevard du Jardin botanique. Selon le procureur fédéral et le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, il n'y aurait plus eu de départ vers la Syrie en 2016. Les tentatives de départ, par contre, restent nombreuses. Elles sont même en augmentation, selon des documents de la Sûreté de l'État qu'ont pu consulter Elisabeth Groutars et Thierry Duboquet. Ce document, signé par la Sûreté de l'État, répertorie notamment le nombre de Belges en Syrie. Ils sont 269 en janvier 2016 contre 266 en juin. 3 d'entre eux seraient décédés entre-temps, mais Yann Yambon nous le confirme. Aucun nouveau combattant belge n'a rejoint les camps de Daesh cette année. Je peux le confirmer. Il y a 2 ans, on avait environ 15 personnes qui partent pour Syrie par mois. Et depuis le début de cette année-ci, ça s'est tombé à 0. Mais je dois y ajouter que aussi le modus operandi a changé. Maintenant, on voit comme les attaques à Charleroi et aussi à Nice, ce ne sont plus des foreign fighters, ce sont vraiment des gens qui ne sont pas allés en Syrie, mais qui s'accrochent aux idées des États islamiques. Donc oui, il n'y a pas plus de gens qui partent, mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Le problème est en effet loin d'être réglé puisque ce document montre aussi une augmentation constante du nombre de tentatives de départ. Entre 2013 et 2016, 53 candidats supplémentaires ont tenté de passer la frontière. Il y a toujours plus de candidats au djihad, des gens qui veulent aller faire le djihad, donc c'est effectivement très inquiétant. On aurait pu croire qu'après les attentats de Bruxelles, ça aurait calmé un peu certains de ces terroristes, eh bien pas du tout. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Fatalement, il y a des personnes qui ne sont pas dans le radar, mais on peut estimer qu'aujourd'hui, on a une bonne évaluation probablement des candidats au départ, des personnes qui sont sur place et de celles qui sont revenues et de celles qui ont eu envie de partir mais qui ont été arrêtées à temps. Mais on n'est jamais sûr qu'on a tous les gens en vision. Dans ce document également, 157 personnes sont considérées comme radicalisées, donc prêtes à rejoindre les rangs de Daesh. Mais beaucoup d'entre elles décident aujourd'hui de rester au pays, comme le demande l'organisation terroriste. Un appel pris très au sérieux par tous les bourgmestres, comme à Forêt. On a des grosses manifestations, les fêtes médiévales, où là, pour la première fois, l'abbaye sera entièrement clôturée. Il n'y aura que 2 voies d'accès avec une fouille. Et puis il y a les spectacles à Forêt nationale qui nécessitent évidemment une attention toute particulière. Pas de départ en Syrie cette année, mais une menace pas pour autant écartée. La Sûreté de l'État est d'ailleurs toujours sans nouvelles de 4 personnes qui ont quitté le territoire les années précédentes. Après le centre commercial City 2, certains commerçants de la rue Neuve mettent aussi fin à l'ouverture chaque premier dimanche du mois. Cela ne concerne pas les grandes enseignes, voilà qui rend la situation assez floue pour les consommateurs. Jennifer Ristas et Yannick Van Gansbeek. La décision est tombée lors d'une réunion tenue hier soir. Certains commerçants arrêtent l'ouverture dominicale. Suite à la fermeture de City 2, qui a voté à 85% l'arrêt de l'ouverture du premier dimanche du mois, et de l'innovation qui est fermée, les commerçants de la rue Neuve sont interrogés parce que ça fait quand même un quart de la rue Neuve qui est fermée. On assiste en fait à une chute du chiffre d'affaires du samedi qui précède cette ouverture parce qu'il y a un étalement sur 2 jours. Il n'y a pas d'augmentation de la consommation. Et d'autre part, les charges salariales étant élevées, il y a une perte d'exploitation de l'ouverture de ce dimanche-là. D'autres commerces préfèrent eux continuer car c'est une initiative positive. Bruxelles n'a pas eu de chance avec une série d'événements qu'on connaît tous. Je pense que l'ouverture le premier dimanche du mois est quelque chose qui est là pour dynamiser, pour montrer aux touristes que demain, avec Bruxelles est une ville de shopping.
Côté politique, on estime qu'arrêter l'ouverture dominicale est une décision qui manque de représentativité et qui nuit à l'image de Bruxelles. Cette réunion a été convoquée dans les 3 jours. Je ne sais pas qui a participé, mais ce n'est pas normal comme attitude parce que, en fait, l'ouverture du dimanche, c'est une opportunité d'ouverture qui est donnée aux commerçants. Il n'y a aucune obligation. Le dimanche 1er octobre, tous les commerces devraient encore être ouverts, mais pour le mois de novembre, certains d'entre eux laisseront donc leurs portes fermées. Le jeu Pokémon Go, la fureur de cet été, a laissé des traces au parc de Bruxelles. 1000 mètres carrés de pelouse littéralement dévastée. Le parc est devenu un lieu de rendez-vous pour les adeptes du jeu qui sont très nombreux, parfois peu respectueux. La facture pour la ville s'élève à 10 000 €. Marie-Noël Dinan et Nicolas Kenhardt. Une petite touffe d'herbe, c'est tout ce qu'il reste de la pelouse axiale du parc de Bruxelles. Une pelouse piétinée de manière intensive depuis l'arrivée du jeu Pokémon Go. La ville estime avoir perdu plus de 1000 mètres carrés de gazon cet été. On chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros les dégradations et actuellement on a d'une part les réparations qui vont intervenir, mais on a également des mesures préventives qui sont mises en place pour contacter la plateforme Pokémon Go Belgium. C'est l'échevin qui a pris contact avec eux et ils l'ont immédiatement relayé en vue justement d'encadrer, de rappeler à la vigilance dans l'usage des cheminements du parc et au respect de la propreté. Le non-respect de la propreté, c'est le deuxième effet Pokémon Go. Pour faire face à l'usage intensif du parc par les chasseurs, les tournées des équipes des jardiniers sont doublées. Voilà, c'est ce qu'on récolte sur 1h30 donc pour les Pokémon. Donc j'évalue ici à peu près à 2 mètres cubes tous les matins et la même chose à 2h le soir aussi. Alors voilà, vous avez des poubelles qui sont déjà complètes, qui ont été vidées ce matin et elles sont de nouveau pleines. Moins nombreux qu'en soirée, mais bien présents ce matin, certains chasseurs de Pokémon se disent malgré tout sensibles à ces dégradations. C'est la première remarque que je me suis faite en arrivant, c'est que les gens marchent un peu partout. Pourtant, il y avait des panneaux syndiqués, mais... Pokémon Go, c'est pas bon pour l'herbe, hein? Moi, je sais pas si c'est Pokémon, c'est aussi les festivals et tout ça aussi. Une dizaine d'événements ont pris place cet été dans le parc et ce n'est pas fini. Mais les organisateurs rappellent que tout est négocié avec le département des espaces verts. Un budget réparation est même prévu. On met 6 000 m² de tentes dans le parc de Bruxelles, donc effectivement ça abîme les pelouses bien sûr. Donc là effectivement il y a une négociation avec la ville de Bruxelles pour voir comment est-ce qu'on fait pour réparer ces pelouses. En attendant, même les joggeurs passibles de 250 € d'amende s'ils courent sur les pelouses sont un peu perdus. Le gazon du parc de Bruxelles doit faire sa réapparition à l'automne. Et c'est la fin de cette émission. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Bien entendu. D'ici là, passez une très belle semaine.